Donc la séance d'aujourd'hui est consacrée à la transformation des systèmes financiers. Ok. Au fond, cette séance va être historique. On va essayer de reprendre ce qui s'est passé depuis les années 70, 80, 90, ce qui nous a amené à cette transformation des systèmes financiers. D'accord. Donc quelques rappels, un peu d'histoire économique au départ. On va bien sûr essayer d'analyser, de commenter. Donc il y a un certain nombre de choses que vous savez sur cette transformation qui s'est faite dans les années 70-80. On va essayer de mettre ça en musique, d'organiser bien cela. Donc la semaine dernière, j'ai fait un certain nombre de rappels, donc je me dépêche et je vais directement à la partie qui nous intéresse aujourd'hui sur donc, cette transformation. Alors, si on veut comprendre la mutation financière qui s'opère dans les années 70, 80, 90, il faut d'abord rappeler un certain nombre d'éléments qui caractérisent le système financier dans les années 70. Très rapidement, le système des années 70 est directement hérité des grandes réformes qui ont été mises en place aux États-Unis après la grande crise des années 30 et puis en Europe un peu plus tard, dans les années 30, mais surtout après la Seconde Guerre mondiale. Donc on hérite dans les années 70 d'un système qui a été mis en place 30, 40 ans plus tôt et qui a bien fonctionné puisque durant cette période de l'après-guerre, tous les pays occidentaux connaissent une croissance très importante. Donc on a un système financier qui de fait, a priori, bien rempli son rôle, sauf que dans les années 70, on va voir que ce système financier, il n'est plus adapté. Alors, qu'est-ce qui caractérise ce système financier dans les années 70-80 ? Eh bien, essentiellement, et c'est vrai dans tous les pays, à des degrés divers, mais dans tous les pays, on a une prédominance de l'intermédiation bancaire. Les banques sont très présentes dans le financement de l'économie. La semaine dernière, on avait rappelé rapidement on pouvait distinguer deux systèmes de financement, les systèmes qui sont plutôt orientés banque, les systèmes plutôt orientés marché financier. Alors bien sûr, il y a des liens étroits entre ces deux systèmes, mais en première approche, c'est une caractérisation utile. Et donc dans les années 70, on a un système où les banques sont quantitativement très présentes. Ce sont les banques qui assurent l'essentiel du financement de l'économie, à des degrés divers, bien sûr, plus en Europe encore qu'aux États-Unis, mais dans tous les pays, on a ce point important des banques. Deuxième caractéristique, on a une concurrence faible entre les institutions financières. Il y a un cloisonnement des activités, il y a une spécialisation des établissements qui s'opère, là aussi, avec des modalités différentes selon les pays, mais qui est assez générale. Faible concurrence, cloisonnement, spécialisation. On donnera des exemples dans un instant. Troisième caractéristique importante, l'encadrement strict par les autorités. Le système bancaire et financier à l'époque est régulé, encadré fortement par les pouvoirs publics. Jusqu'à même dans les pays d'Europe, jusqu'à ce qu'on ait donc un encadrement du crédit. C'est les autorités qui décident du montant de crédit que les banques peuvent allouer. C'est une contrainte forte. Autre contrainte forte, les relations avec l'étranger. Il y a là aussi des règles assez strictes qui limitent les relations financières avec l'étranger. Ce sont les principales caractéristiques de ce système qui, encore une fois, a plutôt bien fonctionné pendant les 30 Glorieuses, mais qui se trouve un peu à bout de souffle dans les années 70. Et c'est ce qui va provoquer donc la mutation financière. Alors, qu'est-ce qui est marquant dans les années 70 ? Souvent, quand on interroge les étudiants, à tort, ils mettent un peu trop l'accent sur la crise pétrolière. Lorsqu'on interroge les étudiants en économie, ils ont en tête que le changement qui s'opère dans les années 70
est principalement due à la crise pétrolière. Ben, ça, c'est une fausse idée, hein, si je puis dire. Bien sûr que la crise pétrolière a joué un rôle majeur, mais aujourd'hui, avec le recul, on comprend mieux qu'au fond, cette crise pétrolière n'est pas l'étincelle, n'est pas le déterminant principal de la mutation qui s'opère. Je vais parler de mutation financière dans ce cours, mais cette mutation financière, cette transformation des systèmes financiers s'inscrit dans un mouvement plus général de mutation du système économique. Et cette mutation n'est pas simplement due au choc pétrolier, c'est finalement un épiphénomène, puisque, vous le savez, hein, donc les prix augmentent, le prix du pétrole augmente au début des années 70, mais diminue relativement vite après, alors de manière temporaire, puisqu'on a un second choc pétrolier dans les années 70. Bon, évidemment, ça a des conséquences. Mais le plus important n'est pas là. Le plus important, et c'est communément admis ce que je vous dis là, hein, ce n'est pas une vision personnelle, hein, communément, les économistes considèrent que le point de bascule s'opère avec l'abandon du système de Bretton Woods. Donc l'abandon du système de Bretton Woods, qui est donc mis en place à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour gérer les relations financières entre les pays. Donc, la mise en place de ce système monétaire international, qui, je vous le rappelle, mais vous voyez ça dans les cours de finance internationale, hein, est basé sur l'étalon or. Oui, vous avez une question? Alors, vous me demandez de répéter quel a été le point de bascule. Je vous pose la question. À votre avis, parce que vous auriez pu deviner, dans les années 70, au début des années 70, quel est vraiment l'épisode assez marquant? Oui, mais lequel? Vous me dites l'abandon d'un système. Lequel? On avait mis en place un système monétaire international. Quel est ce système monétaire international? Il résulte d'accords qui ont été signés après la Seconde Guerre mondiale. Ce sont les accords de Bretton Woods. Les accords de Bretton Woods. C'est le lieu où les accords ont été signés. Hein. L'abandon du système monétaire international, qui est donc, je le répète, vous êtes censé le savoir, ça, c'est pour ça que je vous interroge. Ce système était basé sur l'étalon or. Donc on avait un système de change fixe fondé sur l'étalon or. On n'y reviendra pas, hein. C'est des choses que vous voyez dans les cours de finance internationale. Et je considère que ça fait partie des prérequis que vous devez connaître. Le fait de passer d'un système de change fixe, alors les taux de change étaient ajustables, mais ils étaient relativement fixes. Le fait de passer d'un système de change fixe à un système de taux de change flottant, eh bien ça crée une plus grande instabilité, évidemment. Sur le marché des changes, en premier lieu. Fondamentalement, quand on passe de change fixe à des changes flottants, on a une plus grande variabilité sur le marché des changes. Mais, et là encore, je fais référence à vos cours de finance internationale, vous savez que bien les variations de taux de change se transmettent aux variations de taux d'intérêt. Vous connaissez cette fameuse parité des taux d'intérêt. Donc il y a un lien évidemment très fort entre le marché des changes et le marché des taux. Et puis les variations de taux eux-mêmes sont importantes pour l'évaluation des actifs, des titres. Le marché obligataire évidemment dépend des taux d'intérêt, mais également le marché boursier. Donc on assiste en fait à une instabilité généralisée sur ces marchés consécutifs au flottement des monnaies. Et ça pousse à développer des techniques de couverture de risque. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si, au moment, durant cette période, au moment où on abandonne l'échange flottant, eh bien, on voit les universitaires, les chercheurs en économie mettre au point un certain nombre de techniques. Je pense à quoi, en l'occurrence? Quelle est, dans la littérature en économie et en finance, au début des années 70, quelles sont les publications majeures? On en a un petit peu parlé déjà, ça fait partie aussi des choses que vous voyez dans d'autres cours.
Voilà, au début des années 70, si on doit citer un article majeur publié à cette période-là, c'est sur quelle thématique? Je rappelle que le cours est filmé et que donc ce long silence en dit long sur soit votre timidité, soit ce que vous avez appris dans le cadre du master. Donc c'est pas une bonne publicité pour le master là que vous nous faites. Quels sont les articles publiés au début des années 70? Je n'ai pas bien entendu. Exactement. Bravo, vous vous rattrapez. Les articles de Black-Scholes sont publiés à cette période, les articles de Robert Merton sont publiés à cette période, et c'est évidemment pas un hasard, puisque ces articles portent sur des outils de gestion des risques de marché, en l'occurrence les fameuses options. Vous avez ce cours de Risk Management and Derivatives qui vous est proposé dans le cadre du master. Évidemment, je ne vais pas revenir sur la théorie des options, mais vous voyez bien le lien qu'il peut y avoir entre la conjoncture, l'environnement économique d'une part, et évidemment les recherches qui sont menées à l'université d'autre part. Donc ça, c'est un premier choc. Et le système financier va devoir s'adapter à ce choc. Et puis, autre élément qui va pousser à la transformation des systèmes financiers, autre élément important, un changement dans les objectifs et le cadre de la politique monétaire. Pour dire les choses très simplement, et là je vous renvoie encore à d'autres cours, en l'occurrence au cours de macroéconomie, vous savez que durant les 30 Glorieuses, la politique macroéconomique était fondée sur l'idée du policy mix. D'accord ? Il s'agissait de politique économique d'inspiration keynésienne, où les politiques budgétaires et les politiques monétaires étaient combinées pour atteindre simultanément le plein emploi et une inflation modérée. Je résume à grands traits la politique économique qui est menée durant les 30 Glorieuses. À partir des années 70, on entre dans ce qu'on a appelé une période de stagflation. Vous connaissez bien sûr ce terme. La stagflation, c'est la combinaison d'un taux de chômage important et d'une forte inflation. Ce qui met à mal la politique d'inspiration keynésienne. Et là encore, on a des travaux, notamment initiés par Milton Friedman de l'Université de Chicago, qui poussent donc à une modification du cadre d'analyse de la politique monétaire. La politique monétaire, qui était auparavant d'inspiration keynésienne, est plutôt, dans les années 70, tend plutôt à adopter une vision, la vision des monétaristes. D'accord ? Donc l'objectif de la politique monétaire à ce moment-là, il n'est plus d'atteindre le plein emploi, l'objectif est plutôt de lutter contre l'inflation. Alors, évidemment, les travaux de Milton Friedman commencent dans les années 60, s'imposent dans les années 70, il faut un petit peu de temps pour que cela soit appliqué, mais retenez qu'à partir de 79, on commence un peu plus tôt, mais disons qu'en 79, on a une date clé, c'est la nomination de Paul Volcker à la tête de la Réserve fédérale. Et à ce moment-là, Paul Volcker décide vraiment de lutter principalement contre l'inflation. Alors que le chômage devient une préoccupation, on met l'accent sur la lutte contre l'inflation avec une augmentation assez brusque des taux d'intérêt américains. Et ça a des répercussions dans tous les pays. En Europe, on doit également se plier aux politiques de désinflation compétitive en augmentant les taux d'intérêt. Donc partout en Europe, en France, en Grande-Bretagne, alors pas tout de suite, il faudra attendre un petit peu de temps, mais à partir du milieu des années 80, on commence à mettre en place ces politiques de taux d'intérêt. En France, on a appelé ça la politique du franc fort.
C'est des choses, encore une fois, que vous avez certainement abordées par ailleurs. Des conséquences donc pour les pays développés qui vont adopter un système, une politique en tout cas qui est un peu similaire à celle adoptée par les États-Unis. Et puis d'autre part, ce changement s'impose aux pays en développement qui voient la charge de leur dette s'alourdir. Beaucoup de ces pays étaient par ailleurs endettés en dollars ou avec des garanties liées au dollar. Donc la politique américaine a des conséquences directes. Et dès 1982, donc à peine quelques années plus tard, le Mexique est sur le point de faire défaut. Alors pourquoi c'est si marquant ? C'est assez marquant parce que durant les années qui précèdent, dans les années 50, 60, 70, on a très peu de défauts. Et on a une résurgence donc de ce phénomène de faillite des États à partir des années 80. Et évidemment, ça s'est prolongé sur toute la période, on aura le temps d'y revenir. Pour le moment, je m'en tiens aux années 80, mais vous savez que des faillites, on en a eu, beaucoup d'ailleurs en Amérique latine, dans les années 80, dans les années 90, et puis aussi en Europe. L'Europe qui s'est crue un temps un peu épargnée, on a vu, et ça vous l'avez connu, on a vu que ça pouvait poser problème, le problème des dettes publiques est devenu important en Europe dans les années 2010. Mais pour bien comprendre, et on aura l'occasion d'y revenir, mais pour bien comprendre la crise de la zone euro qui s'est déroulée dans les années 2010, c'est pas inutile d'avoir cette perspective historique et de voir que donc, dès les années 80, on a des soucis qui sont relativement similaires. D'accord ? Donc au Mexique en 82, on a cette crise, et puis les États-Unis vont réagir, puisque la dette mexicaine était détenue pour une grande part par des investisseurs américains. Donc on réorganise, on restructure, c'est le terme consacré, on restructure la dette, donc on allonge les échéances, on modifie éventuellement les taux d'intérêt. On met par ailleurs en place un plan structurel d'ajustement pour modifier les politiques économiques. C'est le premier du genre. Première fois qu'on va comme ça intervenir dans le cadre de ces plans de restructuration, qui vont être après assez courants. On pense à la crise asiatique des années 90 que je n'ai pas citée tout à l'heure, à la crise d'Amérique latine, à l'Argentine. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Donc, j'ai évoqué l'abandon du système de Bretton Woods, j'ai évoqué la modification des politiques monétaires. D'accord ? Un autre facteur qui a bien sûr joué dans la mutation financière, et tous ces facteurs sont liés, je les décompose ici pour avoir les idées claires, tout ça est évidemment lié. Un troisième facteur, c'est l'environnement institutionnel qui lui aussi change. On est dans les années 80, fin des années 70, début des années 80, on est dans une vague plus générale de libéralisation, de déréglementation. Les termes sont relativement synonymes, vous utilisez l'un ou l'autre. Libéralisation, c'est certainement plus laudatif, déréglementation, c'est un peu plus péjoratif, mais bon, on retrouve les deux termes. Donc ce mouvement général de libéralisation qui touche tous les secteurs, tous les domaines de l'économie, ne va évidemment pas épargner le secteur bancaire et financier. Donc j'insiste pas tellement sur ce mouvement de libéralisation, on pourra en dire plus, mais vous savez qu'il est marqué, il est illustré par l'élection aux États-Unis et en Grande-Bretagne par deux figures majeures, Ronald Reagan d'un côté, Margaret Thatcher, qui vont mettre en place, donc de manière générale, encore une fois, ce programme de libéralisation. Et celui-ci va évidemment toucher le secteur financier. Donc je n'en parlerai pas de manière très générale, j'évoquerai juste les conséquences sur le secteur financier. Enfin, donc ça c'était le troisième facteur, enfin il y a un quatrième facteur qui est important.
c'est le progrès technique, les changements technologiques dans le domaine de l'information et de communication. Ça va impacter évidemment massivement le secteur financier. Et pendant longtemps, pendant plusieurs décennies. Parce qu'aujourd'hui encore, les mutations financières, les innovations financières, dont on aura l'occasion de discuter, que l'on aura l'occasion de discuter plus tard, elles sont liées pour beaucoup à l'essor des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ce quatrième facteur, qui est pour le coup exogène, joue à plein dans la mutation financière, puisque c'est ce qui provoque une baisse des coûts de transaction. Et cette baisse des coûts de transaction facilite les mouvements de capitaux, notamment à l'international. Alors, avant d'aborder quels sont les grands traits de cette mutation financière, une petite illustration qui lie justement les principaux facteurs que l'on vient d'évoquer. Parce que, je le répète, on les évoque séparément, mais tous ces facteurs jouent conjointement. Donc, une illustration de la mutation financière des années 70-80, j'ai pris ici l'exemple du marché des eurodevises. Alors, d'abord, quelques points de terminologie. Qu'est-ce que c'est De quoi on parle quand on parle des eurodevises? Alors, les eurodevises, ça n'a rien à voir avec l'Europe, fondamentalement. Les eurodevises sont des monnaies qui sont déposées dans un autre pays que le pays dans lequel la monnaie circule normalement. Voilà. Je vous donne une définition très très simple. Plus largement, on va parler de dépôts offshore. C'est au fond plus rigoureux parce que cette idée d'euro-devise, ça renvoie à l'Europe, alors que ce n'est pas forcément le cas. Un dépôt offshore, donc je le répète, un dépôt bancaire qui est libellé dans une monnaie différente de la monnaie du pays où la banque réside. Alors, c'est par exemple un dépôt en dollars à Paris, un dépôt en yens à Londres, et ainsi de suite. Donc effectivement, la terminologie elle est un peu ambiguë quand on parle d'euro-devise, mais pourquoi on a parlé d'euro-devise initialement? Parce qu'il s'agissait de dépôts en Europe de dollars, d'où le terme euro-devise. Mais ça ne concerne pas forcément l'Europe ni l'euro, d'accord? Qu'on soit bien clair sur cette question-là. Ok, donc ça c'était un point de terminologie. Alors qu'est-ce qui se passe à partir des années 50? Vous savez que le commerce international augmente d'année en année, la tendance est régulière et elle est forte. Et pour accompagner ce commerce international, il y a davantage de mouvements de capitaux à l'international. Cet essor du commerce international provoque une crise de la balance des paiements en Grande-Bretagne. Et la réaction à cette crise, c'est une mesure qui consiste à interdire aux banques britanniques de prêter des livres sterling. Pour autre chose que pour des projets domestiques. D'accord? Donc on ne prête pas en livres sterling pour des projets à l'international. Donc que font les banques britanniques? Pour contourner cette réglementation, et ce terme de contournement de la réglementation, on aura l'occasion d'y revenir, là, c'en est qu'une illustration, elles vont prêter en dollars, parce qu'on ne peut pas prêter en livres, on va prêter en dollars. Première phase dans le développement des eurodevises. Les banques britanniques prêtent pour les projets internationaux en dollars, d'autant que le dollar, c'est la monnaie internationale, ça s'y prête très bien. Et puis, des événements politiques, donc un choc complètement exogène à l'économie, a priori en tout cas. Ce choc politique, c'est la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique, qui pousse l'URSS à retirer
ces dépôts en dollars des banques américaines pour les placer où? Eh bien, dans des banques britanniques. Enfin, dernier élément dans l'essor de ce marché des euro-devises, la réglementation Q aux États-Unis qui plafonne la rémunération des dépôts à terme dans les banques américaines. Et tout à l'heure, on l'a dit, on va être dans les années 70 confronté à une inflation importante. Cette inflation fait que avoir des dépôts non rémunérés, ça devient très coûteux. Le coût d'opportunité d'un dépôt non rémunéré lorsque l'inflation est forte est bien sûr important. Alors, les dépôts à terme étaient rémunérés aux États-Unis, mais plafonnés. Si on veut aller au-delà de ce plafond, qu'est-ce qu'on peut faire à l'époque? Eh bien, on peut placer ces dépôts dans des banques britanniques qui ne sont pas soumis à la réglementation américaine. Au fond, qu'est-ce qu'on a là? On a les premiers exemples dans les années 70 d'arbitrage réglementaire. Vous savez aujourd'hui que l'arbitrage réglementaire, c'est assez répandu en finance. C'est d'ailleurs un problème majeur. On voit que dès les années 70, évidemment, les individus s'adaptent aux règles, les contournent. Pourquoi? Parce que c'est de plus en plus facile. Avec, je vous le disais, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, c'est facile, de plus en plus, de réaliser des mouvements de capitaux à l'international. Donc vous voyez là, tout, finalement, concorde bien, puisque les banques britanniques, je vous le rappelle, avaient besoin de prêter en dollars aux entreprises britanniques, et puis les épargnants américains étaient incités à déposer des dollars dans les banques britanniques, puisque les banques britanniques n'étaient pas soumises au plafonnement de la rémunération. Donc les banques britanniques recevaient plus de dollars et étaient en mesure de prêter davantage de dollars. Et enfin, dernière étape, j'ai envie de dire, dans cet essor du marché des euro-devises, les deux chocs pétroliers. Alors, quel est le lien avec les deux chocs pétroliers? Eh bien, l'augmentation du prix du pétrole conduit à ce qu'un certain nombre de pays du Golfe accumulent des dollars. L'augmentation du prix du pétrole, c'est évidemment une source de revenus plus importante pour les pays exportateurs de pétrole qui se situent majoritairement dans le Golfe. Donc on a une accumulation de dollars. Ces dollars, il faut bien les déposer. Les banques dans les pays du Golfe sont mineures encore à cette époque. On a le choix entre des banques américaines, mais la situation géopolitique au Moyen-Orient dans les années 70 ne plaide pas tellement pour les banques américaines. Et donc, ce qu'on va appeler les pétrodollars vont être déposés dans des banques britanniques. Dans des banques au Royaume-Uni. D'accord, pour des raisons aussi politiques, géopolitiques. Les pays du Moyen-Orient ne voient pas d'un très bon œil d'avoir des dépôts en dollars aux États-Unis, puisqu'il y a des conflits. Elles préfèrent évidemment que ce soit placé en Grande-Bretagne. Ce que je vous raconte là, c'est pour comprendre la mutation financière qui s'opère dans les années 70. Mais c'est surtout pour que vous soyez en mesure de comprendre aujourd'hui ce qui se passe. Quand aujourd'hui, je prends cet exemple, on discute du Brexit, c'est une thématique très contemporaine, enfin c'est une thématique d'actualité le Brexit, évidemment. Un des éléments clés du Brexit, je fais une petite parenthèse, un des éléments clés du Brexit, c'est bien sûr la place de la City de Londres. La City de Londres redoute le Brexit, puisque Londres, c'est un peu la capitale européenne de la finance. Eh bien, si on veut comprendre comment Londres
a pu s'imposer comme la capitale européenne, si ce n'est mondiale, de la finance, il faut revenir sur cette période et voir à quel moment les banques britanniques ont pris de l'essor. Donc ce que je vous raconte là, évidemment, n'est pas complètement indépendant de la situation d'aujourd'hui. Alors certes, vous pouvez me dire que Londres, ça a toujours été une place financière importante. C'est vrai. C'est vrai qu'à partir du XVIIIe siècle, Londres s'impose comme une place financière importante. Et c'est surtout vrai au moment où la Grande-Bretagne règne sur l'Empire britannique. Mais quand la Grande-Bretagne perd ses colonies dans les années qui suivent la Seconde Guerre mondiale, donc toute cette période de décolonisation, la Grande-Bretagne perd vraiment beaucoup de son pouvoir. Et la City de Londres n'est alors pas aussi florissante qu'elle l'a pu l'être ou qu'elle le sera. Donc dans les années 50, 60, la City de Londres traverse un peu une période difficile. Et donc, il a fallu l'essor de ce marché des eurodevises pour redonner un peu d'élan aux banques britanniques et à la City de Londres. C'est à partir de là que la City de Londres va renaître un petit peu. D'accord ? Elle était évidemment très importante du temps de l'Empire britannique, mais elle doit renaître après la Seconde Guerre mondiale et ça commence dans les années 70. Okay. Donc, une première illustration qui me semblait importante. Maintenant, on va davantage discuter des caractéristiques de cette mutation financière. D'accord ? Je rappelle, pour que vous suiviez bien, on a d'abord évoqué la situation du système financier des années 70, les raisons qui ont poussé le système financier à évoluer, et maintenant on va voir comment ce système financier s'est adapté donc, à cette nouvelle situation. Bien, le premier élément qui vient à l'esprit, c'est la libéralisation, la déréglementation. À partir des années 70, la fin des années 70, mais surtout dans les années 80, on a une vague de déréglementation. Déréglementation des prix, déréglementation des quantités, levée des contraintes administratives. On peut donner plein d'exemples. En 85, en France, si on prend l'exemple de la France, on a un abandon du contrôle des changes. Jusque-là, lorsque vous partiez en vacances à l'étranger, ou pas d'ailleurs pour des relations d'affaires, en tout cas lorsque vous partiez à l'étranger, vous n'aviez pas le droit d'emporter avec vous plus d'un certain montant. Cet encadrement du change, ce contrôle du change, il est aboli en 85. Ce contrôle du change, il existe encore dans beaucoup de pays. Dans beaucoup de pays en développement, c'est des choses qui existent encore. En 85, c'est aboli en France. Et puis, quelques années plus tard, en 87, on revient sur l'encadrement du crédit. Je vous ai dit tout à l'heure que les banques étaient limitées dans l'octroi de crédit. Ce n'est plus le cas à partir de 87. Donc c'est vraiment le milieu des années 80 pour la France. La déréglementation, elle est un peu plus précoce au Royaume-Uni. Pour reprendre cet exemple du contrôle d'échange, le contrôle d'échange au Royaume-Uni est aboli dès 79. D'accord ? Ça situe à peu près la période. Et de manière générale, si je donne cet exemple-là, c'est parce que de manière générale, c'est des choses qui sont assez intuitives que vous avez en tête. La libéralisation, elle commence d'abord plutôt dans les pays anglo-saxons, et puis elle atteint après progressivement les pays d'Europe continentale, et puis un peu plus tard encore les pays en développement. Donc on a des phases, mais tous les pays, évidemment, ne s'adaptent pas en même temps. Cette déréglementation,
elle est à la fois cause et conséquence des innovations financières. Alors, cette phrase-là, on la répète souvent. Je vais essayer de la commenter un petit peu. On déréglemente, pourquoi? À cause des innovations financières qui rendent la réglementation existante inopérante. Vous voyez l'idée? Si vous mettez en place des règles, mais que ces règles sont contournées, eh bien, autant revenir sur ces règles qui deviennent inopérantes, inutiles. Donc c'est en ce sens que l'innovation financière est une des causes de la déréglementation. On abordera ce point un peu plus en détail dans un modèle formel la semaine prochaine. Mais d'emblée, on peut avoir cette idée en tête. Mais la déréglementation cause aussi les innovations financières, en tout cas facilite l'innovation financière. Donc le mouvement, il va dans les deux sens. En déréglementant, on permet de nouveaux produits, de nouvelles modalités, enfin, on facilite l'innovation financière dans le cadre de la déréglementation. Alors pourquoi c'est si important? C'est parce qu'il faut bien comprendre que lorsqu'on parle de déréglementation, c'est valable pour le secteur financier, mais c'est valable pour tous les secteurs. Quand on parle de déréglementation, en fait, il s'agit plus d'un déplacement de la réglementation. Souvent, et en l'occurrence ça a été le cas, on a déréglementé et puis dans la foulée, on a re-réglementé. Donc ce n'est pas tant une déréglementation à laquelle on a insisté, mais plutôt un déplacement de la réglementation. Et ce déplacement, il peut se faire à contrainte constante ou pas. Et en l'occurrence, il est vrai qu'on a au passage allégé les contraintes. On n'a pas simplement déplacé le champ d'application de la réglementation, on a aussi et surtout allégé cette réglementation, on l'a rendue moins contraignante. D'accord. Mais c'est bien que vous ayez en tête que le mouvement de déréglementation il soit accompagné d'un mouvement de re-réglementation. Donc, ce déplacement du champ en pratique, ça signifie quoi? Bien, pour résumer à grands traits, on avait une réglementation qui était contraignante et qui reposait principalement sur des contraintes, un encadrement, un contrôle direct. Ça, c'était la situation auparavant. Et on a fait évoluer la réglementation pour davantage utiliser des mécanismes incitatifs. L'encadrement était représenté par des seuils à ne pas dépasser. Par exemple, pour ce qui est du contrôle d'échange, vous aviez le droit à un certain montant. Les choses vont un peu évoluer et on va inciter plutôt. On va mettre en place des mécanismes plus souples. Vous avez un exemple à me donner de mécanisme plus souple, par exemple, dans le contrôle du crédit? Il y a deux façons de faire quand on veut contrôler le crédit. En théorie, on peut soit limiter le montant du crédit. D'accord. Bon, ça a le mérite d'être simple, mais pas très souple. Ou alors, on peut par exemple mettre en place des ratios. Des ratios qui vont être plus ou moins incitatifs pour la banque. Bon. Je pense que vous voyez où je veux en venir. On va en discuter un tout petit peu plus tard. Deuxième point, deuxième caractéristique qui a marqué donc les années 80
et donc qui caractérise cette mutation financière. La désintermédiation, un terme qui a beaucoup été utilisé dans les années 80, qui est un peu trompeur. Je le dis tout de suite, ce terme est un peu trompeur, on verra pourquoi un peu plus tard. L'idée, c'est que on est passé d'un système où les banques prédominaient à un système où les marchés prennent de plus en plus de poids. Alors si on a en tête cette dichotomie entre les banques d'un côté et les marchés de l'autre, bien, ça nous amène à parler de désintermédiation. Je vous l'ai dit d'emblée, ce terme peut amener à des confusions. Il peut laisser penser, notamment, que l'essor des marchés s'est fait aux dépens des banques. Ce qui est faux, ce qui est complètement faux. Au contraire, l'essor des marchés a profité aux banques qui ont trouvé là, eh bien, le moyen de se redéployer. Et puis d'ailleurs, l'essor des marchés s'est fait grâce aux banques. Donc, attention, cette idée de désintermédiation qui a beaucoup été utilisée pour décrire la mutation financière, elle peut être trompeuse si on oppose les marchés et les banques. De fait, les marchés et les banques se développent conjointement. Plus les marchés sont importants, plus les banques peuvent se développer, et le développement des banques, à l'inverse, profite au développement des marchés. Donc, c'est plus une relation symbiotique qu'une véritable opposition. Bon, maintenant que vous avez cette nuance en tête, on peut parler de désintermédiation. Cette désintermédiation, c'est cette montée en puissance des marchés. Mais elle ne s'est pas faite au détriment des banques, je me répète. Plus tard, j'utiliserai un autre terme qui me semble plus adapté. Plutôt que de parler de désintermédiation, je parlerai de marchéisation ou de financiarisation, pour insister sur cet essor des marchés et sur ce développement de la finance. J'aurai l'occasion d'y revenir, d'accord ? Donc, du côté du système financier, on a un essor conjoint des marchés et des banques, je viens de le dire. Du côté des agents non financiers, là pour le coup, on voit effectivement que les agents non financiers, et en particulier l'État, ça a surtout concerné l'État, eh bien, développent des relations de marché pour obtenir des financements. L'État qui s'endette de plus en plus, fait de plus en plus appel au marché et le poids donc, de ces marchés croît à mesure que la dette publique croît. Vous savez qu'en France, depuis 1974, on accumule chaque année des déficits publics. Donc l'augmentation de cette dette, elle participe bien sûr à la montée en puissance, en tout cas à l'augmentation du marché obligataire. Ah, excusez-moi. Donc je vous disais que les banques avaient profité de cette montée en puissance des marchés pour redéployer leur activité. D'accord ? Vous savez que les banques, quand on les présente très simplement, on dit d'elles qu'elles collectent des dépôts pour octroyer des crédits. Ça fait partie du modèle standard des banques, des établissements de crédit. Mais en fait, elles ne se contentent pas d'octroyer des crédits. Les banques jouent un rôle essentiel dans l'achat de titres. Les banques achètent énormément de titres. C'est une autre façon de financer l'économie. Octroyer un crédit ou acheter un titre, c'est deux façons, deux alternatives pour financer l'économie. Donc, je vous disais que les banques s'étaient redéployées en intervenant sur les marchés pour acheter des titres, mais pas seulement.
elles ont développé aussi leurs activités pour accompagner les entreprises dans l'émission de titres. Vous savez qu'une entreprise qui émet des actions aujourd'hui, une entreprise qui se fait coter en bourse, une entreprise qui veut lever des fonds en émettant des obligations, elle a toujours besoin d'être accompagnée par une ou plusieurs banques. Quand je dis toujours, j'insiste bien, parce que j'espérais une réaction de votre part. Petite parenthèse. Est-ce que vraiment on a toujours besoin d'une banque lorsqu'on procède à une levée de fonds, lorsqu'on s'introduit en bourse? Est-ce que vous n'avez pas en tête des exemples, enfin des contre-exemples? Il y a eu quelques tentatives récentes et assez connues d'introduction en bourse réalisées par des entreprises qui ne souhaitaient pas être accompagnées des banques. Vous avez aucun, ça vous dit rien ça? Google. Donc c'est pas la moindre des entreprises. Google avait essayé de s'introduire en bourse sans, encore une fois, sans utiliser les services proposés par les banques. Ça n'a pas été un franc succès. Ça n'a pas été un franc succès parce que ça demande une expertise spécifique. Et donc, je dis toujours, dans les faits, il y a cet accompagnement des banques. En théorie, on pourrait imaginer que ce ne soit pas le cas. Ça reste très compliqué. Je ferme ma parenthèse. Donc, il y a ce cas Google, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder. Les banques ont donc développé leurs activités de conseil. Et puis, les banques ont aussi développé leurs activités de gestion de portefeuille pour le compte de leurs clients. On a eu l'occasion de discuter de ça rapidement dans l'introduction. Je vous disais qu'une des évolutions très marquantes de la finance ces dernières années, c'était la montée en puissance de la gestion collective par rapport à la détention directe de titres. Là, on en a parlé, et ça fait directement référence aux travaux de Markowitz, Tobin et Sharpe sur la théorie de choix de portefeuille, qui prône une diversification des actifs. Et bien sûr, les intermédiaires financiers sont bien placés pour offrir aux épargnants cette diversification. D'accord? Vous vous souvenez, on en a bien discuté durant l'introduction. Donc les banques ont créé des structures pour développer la gestion collective. Alors en France, ça a pris la forme des OPCVM, dont font partie les fameuses SICAV, qui deviennent très populaires dans les années 80. Ça devient très populaire dans les années 80. Jusque-là, cette gestion collective était très très peu répandue. Donc ce redéploiement, il est très important. Et ce redéploiement, il ne se fait pas sans heurts. On a un certain nombre de crises bancaires aux États-Unis comme en Europe. Il y a notamment dans les années 80 la crise des caisses d'épargne aux États-Unis, au milieu des années 80, la crise des savings and loans. Ces caisses d'épargne qui, certainement, voulu aller un peu trop vite, se trouvent dans une situation de quasi-faillite dans les années 80. Là encore, c'est une vraie surprise parce que durant les 30 années qui précèdent, on a eu très 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 peu de crises bancaires. On voit là la résurgence des crises. En Europe aussi, on a eu des crises bancaires. Vous savez par exemple que, ou pas, mais en Suède, dans les années 90, on a une grave crise bancaire. En France, on a quelques établissements qui font également faillite. Vous avez en tête des établissements qui ont... Enfin, quand je dis que les banques font faillite, vous savez que les banques ne font pas souvent faillite, véritablement. Elles sont en situation de faillite, mais elles sont souvent aidées, secourues par l'État. Et donc, vous avez un exemple en France, dans les années 80-90, d'une banque en situation de quasi-faillite qui est secourue par l'État. Aujourd'hui, on en parle encore, l'affaire n'est toujours pas tout à fait réglée. Enfin, presque, j'exagère. La faillite du Crédit Lyonnais. Ça vous dit rien? Excusez-moi, je pensais que c'est des choses que vous aviez encore en tête.
Bon, alors ça remonte, mais dans les années 90, on a cette faillite du Crédit Lyonnais qui a redéployé son activité sur le marché des titres et surtout à l'international et qui se retrouve dans une situation de quasi-faillite. Alors, c'est un exemple intéressant parce qu'à l'époque, le Crédit Lyonnais est une banque nationale. On aura l'occasion de revenir dessus. Mais le Crédit Lyonnais est une banque nationale, une banque publique. Ce qui fait dire à certains d'ailleurs que la nationalisation du secteur bancaire, ce n'est pas forcément la solution aux crises bancaires. Puisqu'on a des banques publiques qui font faillite. Hein. Donc, bon, pourquoi pas? En tout cas, ce n'est pas la panacée. On reviendra un petit peu sur enfin, non, disons-le tout de suite. Le secteur bancaire, j'ai précisé tout à l'heure qu'il était peu concurrentiel dans les années 70-80. J'aurais dû ajouter qu'en France notamment, le secteur bancaire il est peu concurrentiel parce qu'il est dominé par des banques publiques. BNP, c'est une banque publique à l'époque. Le Crédit Lyonnais, c'est une banque publique. Donc on a beaucoup de banques publiques. Ça fait suite, je ne l'avais pas dit, j'aurais dû, mais je le dis maintenant, ça fait suite donc à la nationalisation des banques qui est opérée après la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, en France, on nationalise beaucoup de banques. D'accord ? Et elles seront progressivement privatisées dans les années 80. Alors, ce petit graphique où, eh bien, j'ai essayé de reproduire ce schéma de désintermédiation-réintermédiation, avec donc, au départ, un déclin des activités traditionnelles pour les banques. Je m'arrête, vous avez... Excusez-moi. Non. Alors, vous me demandez le numéro de la diapo, moi j'ai 47. Non, vous avez ça, diapo 47? C'est un petit schéma qui a l'air un peu compliqué comme ça, mais qui n'est pas si difficile à comprendre. C'est bon? On a un déclin de l'activité traditionnelle des banques, donc qui se traduit doublement à l'actif par une diminution des crédits et au passif par une diminution des dépôts. Prenons le cas de l'actif. Face à cette diminution des crédits, les banques réagissent en développant de nouvelles activités, je résume ce que j'ai dit jusque-là, à savoir donc l'achat de titres et des activités de conseil et d'ingénierie. Elle développe les montages financiers, elle développe toute une activité de nouveaux métiers autour de la gestion des risques qui participent à l'essor des marchés de capitaux. Donc on voit bien ce mouvement de va-et-vient. Au passif maintenant, la diminution des dépôts pousse les banques à rechercher de nouvelles ressources, ce qu'elles feront en émettant des titres elles-mêmes, de plus en plus, et en développant de nouveaux produits d'épargne. Ces nouveaux produits d'épargne, c'est la création, je vous disais, par exemple des OPCVM, voire dans d'autres pays par la création de fonds de pension. On peut aussi ici citer le lien fort que les banques créent avec les sociétés d'assurance pour développer des plans d'assurance vie. Tout ça, ce sont de nouveaux produits d'épargne. Et puis, il y a une troisième ressource que je n'ai pas évoquée jusque-là et qu'on aura l'occasion de bien commenter plus tard, c'est l'essor de la titrisation. Je garde ça pour plus tard. Je ne le définis pas, je garde ça sous le coude, on en reparlera. Donc on a à la fois un déclin relatif, qui est très très relatif, des banques, mais les banques réagissent immédiatement. On voit apparaître de nouveaux acteurs. Ces acteurs ne sont pas forcément en concurrence avec les banques. Quand je pense aux OPCVM, les OPCVM ne concurrencent pas les banques puisque la plupart des OPCVM sont détenus par les banques. De même, les assurances qui ont une activité
de gestion de l'épargne, de fait, via l'assurance vie, vont créer des alliances avec les banques. Donc, la concurrence est plus subtile qu'elle n'en a l'air a priori. Voilà pour le schéma qui permet un peu de résumer et de fixer les idées. Oui, il y a une question, je crois? Non? Excusez-moi, j'ai cru entendre. Alors, toujours sur cette idée de désintermédiation, de réintermédiation, on a eu dans les années 80, 90 et encore aujourd'hui, on a essayé de quantifier le phénomène. Et donc, ici, quelques mots sur la mesure de l'intermédiation, la mesure du degré d'intermédiation, du taux d'intermédiation. La Banque de France continue de publier ce type de mesure. Alors, il y a plein d'indicateurs qui peuvent être utilisés, important que vous les ayez en tête. On peut d'abord mesurer la valeur ajoutée du secteur bancaire et financier rapportée au PIB. Quelle est la valeur ajoutée du secteur bancaire et financier dans le PIB? Vous savez que le PIB, c'est la somme de valeur ajoutée. Quel est le poids du secteur bancaire et financier? Ça mesure, d'une certaine manière, la financiarisation de l'économie. Cet indicateur-là, il a été notamment utilisé par un collègue qui est un économiste français, mais qui travaille à New York University, Thomas Philippon, et qui montre en France et aux États-Unis que le poids du secteur bancaire et financier, il est croissant. Alors, c'est un indicateur qui, en théorie, est important, vraiment intéressant, mais en pratique, qui est vraiment difficile à manier, parce que calculer la valeur ajoutée du secteur bancaire et financier, c'est très complexe. Quand vous voulez calculer la valeur ajoutée du secteur de l'automobile, c'est relativement facile. Vous avez des inputs, l'acier et plein de matériaux, je ne sais. Et puis vous avez des outputs, les voitures. Et vous savez très bien valoriser les uns les autres la différence entre le chiffre d'affaires et la consommation intermédiaire. Vous avez une mesure de la valeur ajoutée. Dans le cas du secteur bancaire et financier, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que quels sont les inputs du secteur bancaire? C'est pas évident. Est-ce que ce sont les dépôts? Oui, d'une certaine manière. En tout cas, ça c'est discutable. Est-ce que la fonction de production d'une banque est beaucoup plus difficile à appréhender que la fonction de production d'une entreprise qui fabrique des voitures? Donc, cette mesure de la valeur ajoutée, je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais voilà, retenez qu'elle est toujours difficile. Donc, il y a les comptables nationaux s'y attellent, ils font les choses très rigoureusement, mais c'est structurellement difficile et donc on a des mesures peu fiables. D'ailleurs, la comparaison, ne serait-ce que la comparaison entre les pays des mesures de valeur ajoutée est très mauvaise. Voilà. Donc, premier indicateur qui a son utilité, mais qui est difficile à mesurer. Un autre indicateur important, le total des actifs financiers dans le PIB. Le total des actifs financiers dans le PIB. Ça a le mérite d'être facilement mesurable. C'est un grand mérite. Et puis, ça a un autre mérite. Ça a le mérite de voir quel est le poids de ces acteurs. Aujourd'hui, si vous prenez le total des actifs financiers d'une banque comme BNP Paribas, c'est l'équivalent du PIB. C'est une mesure importante et qui fait sens. En Irlande, peut-être plus important encore, en Irlande, au moment de la crise, la fameuse crise des subprimes, la grande crise financière qu'on a connue en 2008-2010. Au moment de la crise, le secteur bancaire irlandais, c'était 800% du PIB. Donc cet indicateur d'actifs financiers sur le PIB, il mesure bien le poids du secteur, mais aussi une certaine forme de systémicité. Plus cet indicateur est important et plus on peut redouter une crise systémique. Alors, parce que vous savez bien que plus le poids du secteur bancaire est important, plus son sauvetage va être difficile et donc et plus la faillite du secteur devient impossible parce qu'il est tout simplement trop gros par rapport à la taille de l'économie du pays considéré.
Un autre indicateur intéressant qui est aussi facile à mesurer, c'est la capitalisation boursière du secteur bancaire et financier. Non, excuse-moi, la capitalisation boursière de tous les secteurs. La capitalisation boursière rapportée au PIB. La capitalisation boursière rapportée au PIB. C'est un indicateur intéressant qui mesure le poids des marchés. La Banque mondiale diffuse cet indicateur sur la période, je crois, début des années 80 jusqu'à aujourd'hui, et pour tous les pays. C'est vraiment un indicateur important. Et on voit dans tous les pays que la capitalisation boursière sur le PIB a fortement augmenté depuis les années 70. En France, on était autour de 20% dans les années 80. On est aujourd'hui au-delà de 100%. Aux États-Unis, on est plutôt autour de 200-300%. Pourquoi je vous donne une fourchette large? Parce que la capitalisation boursière dépend beaucoup du prix des actifs. Et donc, quand on a des variations fortes du prix des actifs, on a des variations fortes de la capitalisation boursière. Donc, selon les années, et ça peut aller très vite, vous savez qu'avec la grande crise, la capitalisation boursière a été divisée par 2. Donc, selon les années, aux États-Unis, la capitalisation boursière rapportée au PIB, c'est entre 200 et 300%. C'est énorme. Énorme. Le poids des marchés est énorme. Bon, on peut aussi après calculer les actifs bancaires sur le PIB. D'ailleurs, c'est l'indicateur que j'ai utilisé tout à l'heure quand je parlais des actifs financiers. Actifs financiers, actifs bancaires, bon, là ce sont des indicateurs assez proches. On peut calculer aussi le montant de la dette sur le PIB. Évidemment, ça aussi, ça a fortement augmenté. Les dépôts sur le PIB. Et le PNB. Alors, PNB, c'est pour quoi ici? C'est pour produit net bancaire. D'accord? Produit net bancaire, c'est la somme des intérêts et des commissions, des intérêts nets. Vous savez que les banques paient des intérêts et reçoivent des intérêts. Ici, c'est les intérêts nets qui sont pris en compte. C'est la marge d'intérêt. Interest margin. Okay. Plus les commissions. Là aussi, en net, parce qu'elles paient des commissions, elles reçoivent des commissions. Donc, la marge d'intérêt et les commissions nettes, ça constitue le produit dette bancaire rapporté au PIB. Ça nous donne une mesure de l'importance du secteur bancaire. Et puis, la décomposition même du PNB nous indique quel type d'activité est rentable pour la banque. Est-ce que ce sont les activités liées au prêt et au crédit, ou alors les activités liées au conseil et qui sont payées sous forme de commission. Donc, c'est important, cette décomposition-là, pour caractériser le type de secteur bancaire. Mesurer le poids des marchés financiers des banques, ça passe aussi par le nombre d'employés du secteur bancaire. Alors ici, j'ai dit rapporté au PIB. En fait, non, j'aurais dû mettre par rapport au nombre d'employés total. Rapporté au PIB, c'est peut-être pas l'idéal. Et là, c'est peut-être pas l'indicateur le plus important, mais pour vous, ça l'est, parce que vous êtes directement concerné en tant que futur salarié du secteur bancaire et financier. Donc vous savez par exemple qu'en Île-de-France, pour vous donner quelques ordres de grandeur, en Île-de-France, quel est le premier secteur d'activité? Secteur bancaire et financier. Donc c'est le secteur numéro 1. C'est aux alentours de 12%. Donc 12% des salariés, je vous dis, encore une fois, c'est pas rapporté au PIB comme je l'ai indiqué là par erreur. 12% des salariés en Île-de-France travaillent directement pour le secteur bancaire et financier. Directement, parce qu'il faudra aussi tenir compte éventuellement des cabinets d'avocats qui travaillent spécifiquement pour le secteur bancaire et financier. Il faudrait tenir compte des agences de communication ou des organes de presse qui sont dédiés au secteur bancaire et financier, les correspondants de Bloomberg, de Reuters, c'est bien lié au secteur financier. Donc, cela, je ne les prends pas en compte. Je prends en compte que les emplois directs des banques et des intermédiaires financiers. Et ça, c'est 12% de l'emploi en Île-de-France. Ça peut monter beaucoup plus haut. À Londres, on est plutôt autour de 20%. À New York,
À Manhattan en particulier, on est aussi aux alentours de 20% d'emplois directs. Et je vous dis, je ne tiens pas compte des juristes, je ne tiens pas compte des informaticiens, je ne tiens pas compte des journalistes, hein, qui sont directement aussi impactés par l'emploi dans le secteur bancaire. Donc ça aussi, ça nous donne une idée du poids du secteur bancaire dans l'économie. Quand Londres défend le secteur bancaire, c'est aussi parce que c'est une question de politique de l'emploi. D'autant que ce sont des emplois, alors on peut le faire en nombre d'employés, mais on peut aussi le faire en masse salariale. Et dans ce cas-là, c'est plus important encore. Hein, parce que ces emplois, vous le savez, sont souvent des emplois à forte valeur ajoutée. Donc ça compte. Une autre mesure, bon, là, évidemment, ce n'est pas une mesure macro, mais pour nous, elle est importante, le nombre d'étudiants en finance dans les filières d'économie. C'est aussi une façon de mesurer de l'influence de la finance. Et souvenez-vous, c'est un terme, je vous ai dit, j'y reviendrai, le terme de financiarisation. Quand j'étais étudiant, dans les années fin des années 80, il n'y avait pas de M1 de finance. Il y avait un M2 de finance, puisque je vous ai dit, nos M2 de finance datent des années 70. Paris était une des premières universités en France, avant les grandes écoles, à créer des diplômes Bac plus 5 en finance. D'accord, mais il n'y avait pas de diplôme Bac plus 1, Bac plus 4, excusez-moi, enfin, l'équivalent du M1 aujourd'hui. Donc, voilà, on faisait des études d'économie. Moi, j'ai fait des études d'économie jusqu'à la maîtrise à l'époque, donc l'équivalent du M1. Donc en économie, vous aviez 100% des étudiants. Aujourd'hui, le M1, monnaie, banque, finance, assurance, c'est 150 étudiants sur, au total, dans les M1, je crois, 250 à peu près étudiants. On a plus de la moitié des étudiants en M1 dans la thématique monnaie, banque, finance. Je vous rassure, ça n'a rien à voir avec la qualité de l'enseignement, non, ça n'a rien à voir avec nous. C'est une tendance qui est marquée dans toutes les universités, dans toutes les grandes écoles. Les programmes de finance attirent beaucoup les étudiants. C'est une mesure de la financiarisation. Je prends un autre exemple, HEC. HEC, on pourrait faire de l'entrepreneuriat. Eh bien, les programmes de finance sont plus populaires que les programmes d'entrepreneuriat. J'exagère un peu là. Polytechnique. À Polytechnique, on a aussi beaucoup d'étudiants qui vont se diriger dans des carrières de finance, alors qu'a priori, Polytechnique, c'est des carrières d'ingénieurs qui auraient été, a priori, les plus... c'est ces carrières-là auxquelles on pense. À l'ENSAE, vous connaissez l'ENSAE, c'est une école d'économie qui est assez prestigieuse, qui est dépendante de l'INSEE. Cette école a été créée après la Seconde Guerre mondiale, l'ENSAE, pour former les cadres de l'INSEE. Eh bien, les choses ont un peu changé ces dernières années depuis la crise, mais un peu avant la crise, plus de la moitié des étudiants de l'ENSAE partaient dans le secteur bancaire et financier. Ça doit nous interroger sur le poids de la finance dans l'économie. Pourquoi mettre tant de talent au service de la finance? C'est une question qui est tout à fait légitime et qui est importante. Pourquoi mettre tant de talent au service de la finance alors qu'on aurait besoin de médecins, d'ingénieurs, de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs, d'informaticiens? Donc, ça fait partie des questions, je trouve, qui sont importantes. Et si je consacre un peu de temps, c'est parce que ça vous concerne évidemment directement. Okay. Voilà, je ferme ma parenthèse sur les étudiants dans le secteur bancaire et financier. Et donc, je finis par, dans cette mesure, dans ce catalogue des mesures, je finis avec le taux d'intermédiation. Donc le taux d'intermédiation, là pour le coup, mesure ce dont on parle, de ce dont on parlait tout à l'heure. Il mesure la part du financement de l'économie qui est lié aux intermédiaires financiers et au marché. D'accord ? Donc cette mesure du taux d'intermédiation, a priori, elle est simple. Il faut rapporter
1. Si on veut mesurer le degré d'intermédiation, qu'est-ce qu'on peut faire? En première approche, très simplement, on va prendre les crédits et on va les rapporter sur le total des financements externes. Donc le total des financements externes sont les crédits plus les titres. Donc, vous voyez, vous voyez bien le taux, comment il se calcule, crédit sur crédit plus titre. Ça, c'est la mesure de base. Sauf que je vous l'ai dit, les banques apportent des financements via le crédit, c'est vrai, mais pas seulement, via aussi l'achat de titres. Et donc on peut développer une autre mesure du taux d'intermédiation en ayant au numérateur les crédits qui sont offerts par les banques, donc, plus les titres achetés par les banques et qui sont des financements pour l'économie. Le tout, ça ne change pas, au dénominateur, on retrouve bien le total des financements externes. Okay, donc j'ai été assez rapide, c'est des choses que vous avez peut-être déjà un petit peu vues avec ma collègue Isabelle Coupé-Soubéran en licence. Donc je vais assez vite et puis vous avez les formules sous les yeux. Donc on a deux mesures qui encadrent le taux d'intermédiation, une mesure stricte et une mesure plus large. La mesure stricte, on ne considère que les crédits, et c'est ce qu'on qualifie parfois d'approche par la demande. C'est la demande de financement à qui elle est adressée. Est-ce que cette demande de financement est adressée aux banques ou au marché? Si elle est adressée aux banques, eh bien c'est via du crédit. Si elle est adressée au marché, on se moque un peu de qui détient le titre. Hein, du point de vue du demandeur, qu'importe qui détient le titre. Et l'autre approche plus large, c'est l'approche par l'offre, parce qu'on se place du point de vue donc des intermédiaires financiers, donc de l'offre de financement. Et là, eh bien, l'offre de financement sont les crédits et les achats de titres. Donc voilà, ces deux taux nous permettent d'encadrer le taux d'intermédiation. Donc on avait fait une étude il y a plusieurs années de cela. Hein. Bon, ces choses-là sont renouvelées, mais je vous donne les résultats donc, de cette étude qui a été publiée en 2003. On a donc, selon les pays, des formes qui sont bien différentes les unes des autres. Donc ici, dans ce graphique que vous avez sous les yeux, donc qui est pour 95. Vous verrez qu'entre 95 et 2003, les choses ont beaucoup évolué. Mais regardez ce qui se passe en 95. On a les différents pays européens. Et on a en abscisse l'intermédiation de crédit. Donc la part des crédits sur les financements externes. Okay. Et puis, en ordonnée, on a l'intermédiation de marché. L'intermédiation de marché, ça peut vous paraître être un oxymore. En fait, ce qu'on désigne par intermédiation de marché, c'est la part des titres achetés par les intermédiaires, par les banques. Par les banques, les OPCVM, les sociétés d'assurance. Et donc on voit par exemple qu'au Royaume-Uni, ça ne surprendra personne, au Royaume-Uni, eh bien, les financements externes, c'est à 35% du crédit bancaire. Donc, quand les agents non financiers sollicitent des financements au Royaume-Uni, c'est à 35% des crédits, mais auxquels vont s'ajouter des financements intermédiaires à hauteur aussi de 35%, mais via des achats de titres. Donc, en gros, au Royaume-Uni, on a un tiers de crédits, un tiers de titres achetés par les intermédiaires financiers, et puis un tiers de titres achetés par les particuliers ou par le reste du monde. D'accord. Ça, c'est le cas du Royaume-Uni. En Allemagne, la situation est différente. En Allemagne, le crédit, c'est 2/3 des financements. Le crédit représente 2/3 des financements des agents non financiers, beaucoup plus qu'au Royaume-Uni. Mais est-ce que les intermédiaires financiers allemands sont plus, moins présents? Alors, ils sont un peu plus présents, mais pas tant que ça, parce qu'en revanche, les banques allemandes détiennent relativement peu de titres. Les intermédiaires financiers allemands, donc pas simplement les banques, je répète, hein, les banques, les
sociétés de gestion et les assurances, détiennent en Grande-Bretagne 15% des titres émis. Donc c'est moins qu'en Grande-Bretagne, mais ça vient quand même s'ajouter aux 65% de financement via le crédit. Et puis la France se situe dans une situation un peu intermédiaire. Donc vous voyez comment on utilise ce type de mesures pour apprécier les systèmes financiers, donc des systèmes financiers qui reposent plutôt sur le crédit en Allemagne, plutôt sur l'émission de titres en Grande-Bretagne. Donc ça c'est la situation en 95, mais qu'importe, l'idée c'était d'expliciter la mesure et de l'interpréter avec vous. En 2004, les choses évoluent. On voit qu'il y a un resserrement. Pour ce qui est de la France, eh bien, il y a moins de crédits et plus d'achats de titres. On voit bien cette montée en puissance des marchés, puisque la France s'est déplacée vers la gauche. Dans le même temps, on a une convergence. L'Allemagne aussi s'est déplacée légèrement à gauche. Voilà. Bon, on a d'autres mesures. Je vous ai évoqué ce papier avec des taux. Il y a d'autres problèmes techniques que je n'ai pas le temps d'évoquer. Je pense que peut-être en TD, vous avez le temps de revenir sur quelques points techniques, notamment sur la valorisation des titres. Je vais pas trop m'apesantir. Aujourd'hui, il y a d'autres mesures. Par exemple, ici, je reprends les données de l'ACPR. Ça me permet d'évoquer ce que c'est que l'ACPR, mais normalement, vous êtes censé le savoir. L'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Donc, c'est une autorité indépendante, qui est liée à la Banque de France, mais qui lui est indépendante et qui est chargée, comme son nom l'indique, du contrôle prudentiel des banques et éventuellement des résolutions de crise. Okay ? Et donc, on a parce que je voulais aussi vous donner des données plus récentes, on a ici la décomposition de l'activité des établissements de crédit avec les opérations de trésorerie, les crédits à la clientèle, les opérations sur titre, les valeurs mobilisées, et un ensemble divers, d'ailleurs divers par définition, on ne sait pas bien ce qu'il y a dedans. Vous voyez ici, donc là, les données sont beaucoup plus récentes, pour 2014, la présentation, là aussi, n'est pas tout à fait la même, mais on voit bien que l'achat de titres par les établissements de crédit, et ici, ce ne sont que les établissements de crédit, est plus élevé dans le bilan des banques que le crédit. Si on avait exactement les mêmes données pour les années 80, on verrait que ce n'était pas le cas dans les années 80. Donc il y a bien cette montée en puissance des marchés. Mais encore une fois, il n'est pas au détriment des banques. Et ça ne veut pas dire qu'il y a moins de crédit. Il y a toujours plus de crédit, mais les achats de titres, les opérations sur titres augmentent plus vite encore. Voilà. J'ai parlé des réglementations, j'ai parlé de la désintermédiation. Il y a aussi une caractéristique clé, c'est le décloisonnement. C'est le décloisonnement des activités. Ce décloisonnement des activités, il va permettre une plus grande concurrence entre les acteurs. Il prend la forme aux États-Unis assez tardivement. Aux États-Unis, on a l'abrogation de 2 lois. Le Glass-Steagall Act, qui est abrogé en 1999, et un peu plus tôt, on a l'abrogation, donc en 1994, du McFadden Act. Alors le Glass-Steagall Act est directement une loi qui a été votée suite à la grande crise de 1929. Le McFadden Act est antérieur à la crise. Donc c'est 2 lois qui sont assez célèbres, d'ailleurs partout, pas simplement aux États-Unis. Elles sont assez emblématiques de la situation du secteur bancaire dans les années, au XXe siècle. Donc le Glass-Steagall Act, il imposait une séparation stricte entre les banques commerciales et les banques d'affaires.
banque d'affaires, banque d'investissement, c'est synonyme. Le McFadden Act, lui, imposait des contraintes à l'expansion géographique des banques. C'est-à-dire que quand vous étiez installé dans une banque dans l'État de Washington, il était contraignant, difficile pour vous d'aller vous installer en Californie. Alors pourquoi ces deux lois ? L'idée de ces deux lois est très intuitive. L'idée, c'est de limiter les effets potentiels de la contagion lorsqu'il y a une crise. Vous savez, ce qu'on appelle ce fameux effet domino. Bien, on essaye de limiter cela en imposant un cloisonnement des activités. Donc les activités de marché, on fait en sorte qu'elles ne contaminent pas les activités des établissements de crédit. Et puis, on essaye de contenir, en cas de crise, à un État, avec l'intervention, pour le coup, de l'État fédéral, on a à ce moment-là la création du FDIC, le Federal Deposit Insurance Corporation, c'est-à-dire l'assurance dépôt. J'y reviendrai un peu plus tard. L'abrogation de ces lois marque bien un décloisonnement de l'activité, au sens direct, au sens premier du terme. On décloisonne géographiquement et on décloisonne les métiers. Donc c'est très emblématique, c'est vraiment important ce point. Au Royaume-Uni, on assiste aussi à un décloisonnement et ce qui semble être le plus emblématique au Royaume-Uni, c'est ce qu'on a appelé le Big Bang. En octobre 86, pour redonner à la City vraiment une influence importante au niveau mondial sur les marchés boursiers, eh bien, on va autoriser la libre entrée des courtiers en bourse. Cette fameuse Big Bang à la Bourse de Londres. En France, on a un certain nombre de réformes qui sont menées dès le début des années 80, qui participent du décloisonnement. Alors, au niveau des banques, on a de moins en moins de banques spécialisées, mais aussi au niveau des marchés. Je l'ai évoqué avec vous la dernière fois, vous savez qu'auparavant, les marchés étaient des monopoles d'État. Les marchés étaient organisés sous forme de coopératives. En France notamment, on avait la Compagnie des agents de change qui exerçait un monopole. Et bien à partir des années 80-90, on va lever ces contraintes et on va d'ailleurs remplacer la Compagnie des agents de change par des sociétés de bourse. Donc on a là aussi une forme de décloisonnement. En Allemagne et au Japon, c'est plus tardif. On va avoir des mesures, mais beaucoup plus tardivement. Voilà, pour finir le panorama. Alors, quand je parle de ce décloisonnement, c'est une forme de déréglementation. C'est une forme de déréglementation, mais je la mets un peu à part parce que c'est vraiment une des caractéristiques importantes avec donc l'idée qu'on va favoriser la concurrence entre les établissements. Quantitativement, ça conduit à quoi ? Ah oui, une autre forme de décloisonnement, excusez-moi, j'ai dû. Décloisonnement géographique au sein de l'Europe. On va bien sûr faciliter au sein de l'Union européenne l'établissement de banques étrangères. D'accord, je n'ai pas mentionné, mais le décloisonnement en Europe, il est aussi géographique. Donc déspécialisation des activités, ouverture à la concurrence, on assiste à des mouvements de concentration. Vous voyez ici ce graphique sur lequel on voit que le nombre d'établissements de crédit en France est resté relativement stable. Mais cette stabilité cache deux tendances distinctes. D'une part, une baisse du nombre de banques françaises via le décloisonnement qui conduit à une consolidation du secteur. Donc, le secteur bancaire français, il se consolide, baisse du nombre d'établissements. En contrepartie, on a une augmentation du nombre d'établissements étrangers du fait d'ouverture.
Donc là, on mesure bien cette idée de décloisonnement. D'accord. Je répète, ce décloisonnement, mais là je ne vais pas en dire beaucoup plus. Ce décloisonnement, il se fait aussi au niveau international. Les banques deviennent de plus en plus multinationales. Les activités, par exemple, d'une grande banque se réalisent dans plusieurs dizaines de pays. Je n'ai pas de diapositive ici, mais je peux vous donner quelques ordres de grandeur. En moyenne, les grandes banques européennes, réalisent la moitié de leur chiffre d'affaires à l'étranger. C'est un ordre de grandeur que vous pouvez avoir en tête. Pour certaines d'entre elles, c'est plus que la moitié. Une banque comme HSBC, qui est éminemment internationale, puisque HSBC, c'est une banque qui est à cheval entre Hong Kong et Londres. HSBC réalise plus de la moitié de son chiffre d'affaires, beaucoup plus, à l'étranger plutôt qu'en Grande-Bretagne. Santander, également, réalise une grande part de son chiffre d'affaires à l'étranger. En moyenne, c'est 50%. Et puis, les banques ont beaucoup de filiales aujourd'hui. Le nombre des filiales bancaires, par banque, on a des centaines, voire des milliers de filiales parfois. HSBC a des milliers de filiales. Si on prend en compte les filiales de premier rang, c'est-à-dire les filiales directes, puis les filiales des filiales, puis les filiales des filiales des filiales, on monte rapidement à plus d'un millier de filiales pour une banque comme HSBC partout dans le monde. Donc, ce développement à l'international, il est évidemment important. On aura l'occasion d'en reparler quand on va parler de la réglementation. J'en parle un peu, mais quand on va parler de comment on réglemente les banques, ça pose évidemment un problème parce que la structure organisationnelle est aujourd'hui assez complexe. Voilà, alors d'autres données sur la restructuration du secteur bancaire. Vous voyez le nombre de banques en Europe entre 1985 et 2004, vous voyez que ce nombre diminue. On est placé de 12 000 banques en 1985 dans la zone euro. On est passé de 12 000 à 6 000, donc on a divisé par 2 le nombre de banques. Le graphique à droite montre les fusions-acquisitions qui sont réalisées. Et vous voyez bien que les fusions-acquisitions, elles se réalisent surtout à l'échelle nationale. On a pensé qu'avec la zone euro, on allait avoir des consolidations au niveau supranational. On en a eu très peu. La consolidation, elle se fait surtout au niveau national. D'accord ? Mais ça a conduit, encore une fois, entre 1985 et 2004, en l'espace de 20 ans, donc, à une division par 2 du nombre de banques dans la zone euro. Il y a des différences marquantes entre les pays. C'est aussi des choses que vous devez avoir en tête. Il y a des différences assez marquantes entre les pays. Évidemment, on ne va pas comparer un grand pays à un petit pays. Vous avez beaucoup moins de banques en Irlande qu'en France. C'est aussi lié à la taille du pays. En revanche, si on compare l'Allemagne et la France, je crois que c'est le point qu'il faut retenir. En Allemagne, on a 2 fois plus d'établissements bancaires qu'en France. La consolidation est beaucoup moins importante en Allemagne qu'en France. Notamment, on a plein de banques régionales en Allemagne. Vous savez que l'Allemagne est un pays fédéral par rapport à la France, et donc on a cette tradition des banques régionales qui est beaucoup plus importante, ce qui fait qu'au total, on a 2 fois plus de banques en Allemagne qu'en France. Ça fait partie des particularités entre pays. Ok ? Donc, les données précédentes, c'était 85-2004. On n'a pas la série longue jusqu'à aujourd'hui, donc je complète avec des données, cette fois-ci, qui partent de 2008 jusqu'en 2015. Et vous voyez, donc 2008 et 2015, vous voyez que ce mouvement, il s'est pas arrêté en 2004, il s'est poursuivi. On a cette tendance, elle se poursuit, et on a de moins en moins d'établissements de crédit. Donc en bas, sous le graphique, je reprécise le nombre. Donc, le graphique précédent nous montrait qu'en 85, on avait à peu près 12 000 banques. En 2005, environ 6 500. En 2010, 6 000. Et aujourd'hui, on est plutôt autour de 5 500. Donc, on a une tendance à la diminution du nombre d'établissements de crédit dans la zone euro. Voilà.
c'est les actifs totaux, je ne vais pas vous en parler. Une petite remarque d'ordre méthodologique. Comment ça se mesure, justement, le degré de concurrence sur un marché. Je le rappelle, pour ceux qui n'ont plus ça en tête, il y a des indicateurs phares, et c'est les indicateurs ici qui sont utilisés par la BCE, mais dans d'autres secteurs, on utilise ces mêmes indicateurs. On peut calculer l'indice Herfindahl-Hirschman en faisant la somme des parts de marché au carré. Alors, comment il se comprend cet indice? Si vous faites la somme des parts de marché au carré, et imaginez que vous ayez énormément d'établissements, donc une concurrence très très importante, et ça va tendre vers zéro. A l'inverse, quand vous êtes en monopole, vous avez un établissement qui réalise 100% des parts de marché, et donc l'indicateur, il est égal à 100% au carré, 10 000. Et ça, c'est la situation de monopole. Donc cet indicateur, il permet de bien rendre compte de la concurrence qui existe entre les banques. Et donc dans les rapports annuels de la BCE, vous avez une partie qui est consacrée à la structure du secteur bancaire, et c'est ce type d'indicateur qui est utilisé. Et puis avec d'autres indicateurs très simples, comme le G5. Le G5, c'est la part de marché des 5 plus grandes. Mais bon, voilà, je voulais juste rappeler ce type d'indicateurs qui sont utilisés. Ça paraît simple à examiner la concurrence et la concentration dans un secteur. Lorsqu'on a des banques avec beaucoup de filiales, il se pose une question. Je me permets de lever cette difficulté-là avec vous pour que vous y réfléchissiez. On n'a pas de réponse. Pas de réponse évidente en tout cas. Mais quand vous avez une banque avec des filiales, comment vous considérez les parts de marché? Est-ce que vous prenez des parts de marché consolidées ou non consolidées? C'est-à-dire pour l'ensemble du groupe ou pour les filiales? C'est pas évident. Ça dépend de ce que vous voulez mesurer. Si vous voulez mesurer le risque systémique, eh bien il faut prendre des parts de marché au niveau consolidé. D'accord. Donc il y a encore pas mal de débats aujourd'hui. Voilà. Si cette question-là vous intéresse, une de nos collègues, mais vous la connaissez, Isabelle Coupé-Soubeyran, travaille spécifiquement sur cette question en ce moment avec donc une étudiante en thèse sur la mesure du degré de concentration des banques en Europe. Voilà, quand j'ai l'occasion de vous donner un peu des thèmes de recherche sur lesquels on travaille, je vous donne des idées pour éventuellement, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, l'idée de faire des thèses ensuite. Ok. Donc ça, c'est pour les indicateurs de concentration. Voilà, c'était le point méthodo, je ferme la parenthèse. Voilà, juste pour dire qu'au niveau international, ces problématiques-là ne sont pas européennes, elles existent au niveau international, partout, degré de concentration augmenté, aux États-Unis, au Japon également. Et c'est un point important, on va le voir évidemment, on va parler du too big to fail à un moment, parce que c'est directement lié à cette question du too big to fail, donc à des questions de réglementation que j'aborderai un peu plus tard dans le cours. Mais vous savez que si le degré de concentration augmente, eh bien, ça pose un problème pour le régulateur, parce que c'est potentiellement un facteur de risque systémique. Bon. Pour le moment, je ne parle pas de la réglementation des banques, je reste sur la mutation financière. Ok. Une question aussi d'actualité, c'est toujours sur ces restructurations, sur comment on gère au niveau européen ce marché du service bancaire et financier. Je vais être très rapide, j'aimerais en parler plus, mais on en parlera peut-être plus l'année prochaine quand on aura les fameux résultats du Brexit, parce que la question aujourd'hui, c'est ça, c'est comment on va autoriser et dans quelle mesure on va pouvoir autoriser les établissements de crédit britanniques à intervenir dans le cadre de la zone euro. C'est un peu tôt pour vous, mais l'année prochaine, dans le cadre des TD, il est très possible qu'on pose ces sujets-là. Voilà, je vais aller assez vite. Je vous sens impatient de faire la pause, donc je finis sur ce point. Voilà, je m'arrête là. Donc on va faire une pause 5 minutes et ensuite on reprend sur la titrisation.